Je suis né à Paris en 1943, le 2 avril. Je suis un accident de la guerre, je pense. Mon père était allemand, ma mère était française. De 0 à 4 ans, j'ai été mis dans une famille d'accueil. Après, on m'a ramené chez ma grand-mère dans un petit village de Bretagne. Et j'ai été élevé par cette grand-mère jusqu'à l'âge de 12 ans environ. Les gens passaient devant la maison de ma grand-mère pour voir si j'étais un être humain comme les autres. J'étais le fils d'un Allemand et automatiquement, c'était sur moi que le venin se jetait. Vous auriez préféré ne pas avoir de père du tout? Ah oui, je crois, oui. Ou ne pas connaître la vérité. J'en aurais pas souffert au moins, c'est sûr. Madame Allais, comment allez-vous? Après tant d'années. Comment ça va? Ça va et toi? Ben dites donc, vous n'avez pas vieilli. Jeanne Allais vit toujours à Maigritte. Elle avait 28 ans à la Libération. Elle fut son institutrice pendant 4 ans. Oui, puis les années elles arrivent. Hein. Après vous, Tout le monde dans le village connaissait ses origines? Oh oui, cet enfant très blond, les yeux bleus, puis pas de père. Des suppositions, on est arrivé à trouver la raison, quoi. Tout le monde m'appelait le Boche, ça me faisait mal. Hein. Ça fait mal. Ça fait mal, hein, oui, oui. Je me rappelle le jour qu'il y a eu un conseiller municipal qui m'avait appelé, il m'avait fait monter. Vous savez, il y avait une petite marche en pierre. Oui, où oui. il se mettait en élévation Oui, pour oui. parler. Et il m'avait appelé devant tout le monde en disant est-ce que vous savez, vous, la différence qu'il y a entre un Boche et une hirondelle? Personne n'avait l'air de savoir. Eh bien, il dit je vais vous le dire, moi. Une hirondelle, quand il fait ses petits en France, et quand il s'en va, il les ramène, alors qu'un Boche, quand il fait des petits en France, il les laisse sur place. c'était la honte. J'ai pleuré. Je suis parti dans mon coin. Et votre grand-mère? Aucune réaction. Je pense que ma grand-mère avait honte aussi. Elle était très gênée de cette situation. Et ne pouvait pas me défendre. Elle ne savait peut-être pas non plus le faire, mais elle ne pouvait pas. Elle aussi avait honte. Elle m'a élevé comme elle a été élevée. À la dure. Le sentiment amour, l'affection, la petite caresse, la tête sur l'épaule, ça manque. Ça manque. Moi, j'ai le souvenir d'un gosse qui n'était pas heureux. Le souvenir d'un gosse qui était malheureux chez lui, et puis malheureux avec les gens du pays, quoi, parce que, vous savez, hein, c'était pas tendre. Je crois que sa grand-mère en avait souffert, quoi. Elle avait dû souffrir de cette situation illégale, parce que vous savez ce que c'était dans ce temps-là. Une fille mère, déjà, c'était quelqu'un qu'on montrait du doigt. Alors en plus, si c'était un enfant d'Allemand, alors là, c'était terrible. Dans le bourg, tout le monde le savait. Alors la pauvre femme, vous pensez? Je pense qu'elle le lui faisait payer quelquefois et très dur. Votre mari un jour est intervenu, je crois. Mais oui, parce qu'elle le battait aussi. Il y avait un bâton qui servait pour ça. Il y avait le bâton, puis il y avait le poulailler où elle le mettait à coucher. Vous connaissiez Mathilde? Oui, c'est une jolie fille, hein. Très jolie fille. Elle était partie pour gagner sa vie, elle s'était placée comme bonne sans doute quelque part, je ne sais pas où. Et bon, ben, il lui est arrivé cette catastrophe. Elle est excusable après tout. Elle était très jeune, Mathilde. C'est incroyable. Il y a encore le lit. Ça, c'est le lit de ma grand-mère. Ce lit de ma grand-mère, il était ici. Ça, c'était la lumière, puis c'était elle qui dirigeait la lumière. Attention, pas question d'y toucher à la lumière, ça coûtait cher à l'époque. Mon lit était là, moi je dormais ici. Vous n'aviez qu'une seule pièce? Ah, il n'y avait qu'une seule pièce, on vivait que là, il y avait que ça. En dessous, c'était la cave, et au-dessus, il y avait un grenier.
Dans cette pièce, vous n'avez jamais été très heureux, en fait. Ah, dans cette pièce, non, c'était... Non. Il paraît que vous étiez quand même un enfant très dur. Oui, c'est vrai, j'ai fait des bêtises. Hein. Le vendredi, je m'arrangeais toujours pour prendre de l'encre dans les encriers de l'école. Et discrètement, j'allais les verser dans le bénitier de l'église. Comme ça, les femmes, quand elles allaient à la messe avec le signe de croix, elles marquaient leur chemisier. C'en est une. Il y avait une bonne sœur qu'on appelait à l'époque Trottinette, que était une sœur qui m'en voulait. Mais je l'ai eue aussi, celle-là. Un beau jour, elle rentrait à la sacristie et elle avait laissé ses sabots de bois dehors. J'ai pris ses sabots de bois, j'étais derrière une pierre tombale, j'ai fait ma crotte dans les sabots de bois et j'étais remettre discrètement les sabots à la sortie de la sacristie. Là, je recevais des coups de bâton par ma grand-mère. Elle m'enfermait dans le poulailler, là. Là, c'était bon, j'y avais le droit. Je pense qu'il y a eu deux époques dans la vie de Daniel. Il y a eu l'époque où il est arrivé comme le fils d'Allemand. Je ne reprends pas le fils de Vosch. Le fils d'Allemand, je dirais maintenant. Et ensuite, il a fallu qu'il se défende. Alors, il y a un vieux proverbe médiéval qui dit « Tant que tu es une enclume, tu encaisses. Quand tu deviens un marteau, tu frappes. » Je crois qu'il est devenu très vite un marteau. René Richard, son copain de classe jusqu'à l'âge de 10 ans. Il est devenu psychologue de l'éducation nationale à Lamballe. Lui non plus n'a pas oublié. En ce qui me concerne, j'ai un fait que je peux vous raconter. Je délapidais avec beaucoup de conscience un stock de billes que m'avait confié mon frère, que Daniel gagnait avec autant de conscience. Et un jour, il s'est trouvé que les dieux étaient avec moi, puis j'ai réussi à gagner 30 billes d'un coup. Et Daniel et les copains ne voulaient pas que je rentre, ils voulaient que je remette tout de suite ces billes en jeu. Et j'ai donc réussi à leur échapper, j'ai couru jusqu'à chez moi. Et en rentrant à la maison, j'ai rouvert, ma mère m'attendait, elle était derrière la porte, enfin c'était une toute petite pièce. Et je rentre à la maison et je rouvre la porte et je lui dis en vengeance un peu, je lui dis sale boche. Et j'ai pris la plus belle paire de claques de ma vie de la part de ma mère qui m'a dit à ce moment-là, je ne veux plus t'entendre jamais lui dire ça. J'ai eu honte de ma paternité, très longtemps, jusqu'à au moins 18 ans. Ça ne m'a pas quitté cette honte. À chaque fois qu'on parlait des Allemands en général, j'avais toujours la honte qui me prenait, comme si j'étais responsable de quelque chose. Qu'est-ce que vous faisiez alors quand vous vous sentiez, dans les moments où vous vous sentiez vraiment trop seul Dans les moments déprimés, je partais seul. Je partais à travers, j'allais à l'étang de Rocherel. Je me mettais les deux mains dans les poches, je m'enfermais sur moi-même et puis je pleurais la plupart du temps. Une fois que j'avais beaucoup pleuré, ça allait mieux, je ressortais, je revenais. J'ai voulu me suicider 2 fois par noyade. Pourquoi la noyade? Je ne sais pas. 2 fois par noyade. Je ne sais pas. Quel âge? Environ 6 ans et 8 ans peut-être. Daniel Rouxel a attendu 35 ans avant de revenir à Maigrite. 35 années vécues le plus loin possible de là, dans les Pyrénées-Orientales. Mais il savait que personne au bourg ne l'avait oublié, lui, le petit garçon pas comme les autres. Marie Bochel, la voisine d'alors, vit maintenant tout près de là, à Plélan-le-Petit. Il y a du monde? Oui. Bonjour Marie, comment vas-tu? C'est pas Daniel? Mais si, c'est moi. Mais t'étais blond. Ah bah oui, mais j'ai vieilli, hein. J'ai vieilli. Tu me trompes. Mais non. Oh, je sais pas. C'est vrai. Ton mari m'emmenait bien sur son vélo aux courses. Oui, Eh ben alors, c'est bien moi. peut-être. Mais je vais t'embrasser si c'est Ah toi. ben oui, c'est vrai. Tu reconnais pas? Non. Quel souvenir vous gardez de Daniel à cette époque? Ben Daniel, quand il allait à l'école, il était un petit gamin, il était dur. Hein? Ouais. Il était dossé plusieurs fois. Oh oui, j'en ai eu des brossées, comme tu dis. Quand ta grand-mère était beaucoup en colère avec toi, t'appelais Moody Bosch. Il disait ça? Ouais, souvent, oui. Souvent, elle appelait comme ça. Les anciens du village, la plupart furent résistants ici dans la région. Aucun n'a vraiment envie de parler des amours franco-allemandes de cette époque, et encore moins du phénomène de l'épuration qui a suivi 4 années d'occupation allemande. Ah bah oui. Ta mère, là, Daniel, je l'ai connue. J'étais une copine. Et vous vous rappelez de moi là, quand j'étais jeune là? Ah oui, oui. Ça a fait parler un petit peu. Hein. Ça vous a pas plu? Bah, pas tellement, parce que je suis résistant. C'est sûr. Elle est venue chez sa mère. Sa mère, oui. Elle est venue chez sa mère dans le bas du bourg. Je me souviens qu'elle était venue et elle se cachait même. Elle avait honte, évidemment. Et c'est tout, quoi.
Je crois que ma mère travaillait à Saint-Malo comme serveuse dans un bar. Et je pense qu'elle a rencontré mon père accidentellement sur la route de Dinard à Pleurtuis. Et je pense qu'ils ont conversé. Mon père parlait assez bien le français. Et lui a dit, si vous cherchez du travail, peut-être que je pourrais faire quelque chose pour vous faire rentrer à Dinard comme cantinière. À quoi vous pensez quand vous voyez votre père, donc âgé d'une vingtaine d'années? Le manque que j'ai eu de ne pas le connaître. L'envie de le connaître, l'envie de pouvoir parler avec lui. Savoir ce que lui pensait de moi, pensait... Je sais pas, peut-être... est-ce que c'était une erreur de jeunesse? Est-ce qu'il l'a fait exprès? Est-ce qu'il a voulu en avoir un enfant? Toutes ces choses-là. Je n'ai jamais pu dialoguer, avec personne d'ailleurs, ni avec ma mère, ni avec mon père. Vous ne savez pas si votre père a aimé votre mère? À mon sens, je pense que oui, mais je n'ai jamais vu d'écrit. Je n'ai jamais vu, parce que je sais qu'ils ont été séparés. La guerre l'a appelé autre part. Lui a-t-il écrit? Je l'ignore, je ne sais pas. Pour moi, c'est une inconnue complète, alors je ne sais pas. Son père n'est plus là pour lui répondre. Il a été tué pendant la débâcle le 11 janvier 1945. Il s'appelait Otto Daniel Amon, il avait 22 ans et appartenait à une famille aristocratique du comté de Stuttgart. Sa mère, Mathilde, ne fut pas tondue. Quand Maigritte fut libérée, elle avait déjà quitté le village. Jamais elle ne parla à Daniel, ni de son père, ni de cette époque. C'est une époque très dure, hein. Elle était très dure à vivre. Et puis alors à la libération, toutes les haines, toutes les furies se sont données libre cours. Il y a eu des choses inimaginables. Remarquez que peut-être que Mathilde, elle avait eu cet enfant, mais moi j'ai vu des femmes qui ont fait bien pire et qui n'ont pas eu forcément des enfants. Mais moi j'en ai eu, puisque dans les classes étaient réquisitionnées pour les soldats allemands. Ben, j'ai vu des scènes avec des femmes du bourg, c'était pas toujours très joli. Quand la population a appris toutes ces choses-là, je pense que ça a renforcé le rejet de l'allemand. Et Daniel est arrivé en 1947. Il est arrivé, débarqué tout innocemment au milieu de cette période, à la fin de cette période. Les règlements de compte étaient faits à Maigry. On avait réglé ses comptes, ses petits comptes, ça n'allait pas bien loin. Et puis ensuite, on redémarrait, mais on n'aimait pas beaucoup l'allemand. Et un jour, on voit arriver un petit blond qui était fils d'allemand. C'est à cette époque que son oncle, le frère de Mathilde, rentre au pays. C'est pas de sa faute, hein, Daniel. Je n'ai jamais voulu à lui, moi. C'est la faute à sa mère. Hein? Daniel, qu'est-ce que vous voulez? Il n'a pas demandé à M. Lahaire, lui, Daniel. Hein? Qu'est-ce que vous voulez? Marcel Rouxel est un béret vert, un héros de la guerre. Il fut l'un des premiers parachutistes à poser le pied sur le sol français le 6 juin 1944. Il faisait partie du commando Kieffer. Quand je suis arrivé, les cloches ont sonné. Ben, ils étaient au courant, je ne sais pas comment. Puis le maire, tout ça, il m'attendait, ben, toute la population, et les cloches du village qui sonnaient. Oui, c'était bien. Parce que j'étais fier quand je suis rentré dans Maigry, j'étais bien en commando. Hein. Comment avez-vous su à cette époque-là pour Mathilde? Ben, j'étais fouineur, moi. J'avais fouillé pendant l'absence de ma mère. J'avais regardé dans son armoire. Et j'avais trouvé la photo de Daniel quand il était bébé. Et c'est là que ça m'a donné la puce à l'oreille. J'ai dit, tiens. Puis j'ai dit à ma mère, j'ai dit, maman, elle dit, mais elle n'a pas eu un enfant, Mathilde? Elle m'a dit, si. Bon, tout ça. Mais elle ne voulait pas me le dire, maman. Elle ne voulait pas le dire. Et je m'en doutais. Et puis, tout le monde le savait. Mais comment tout le monde le savait? Ben, le beau le savait. Ça s'apprend, trouver des choses comme ça. Ça s'apprend, hein? Et il a eu de la chance. Parce que moi, j'ai vu des femmes qui avaient marché avec les Allemands. Eh bien, la résistance, elle a coupé les cheveux à ras. À Maigritte, 2 femmes furent tondues par des résistants. C'était le 4 juillet 1944, un mois avant la libération de Saint-Malo. C'est bien qu'elle n'était pas à Maigritte, parce qu'il aurait tondu les cheveux, hein. Il aurait coupé les cheveux, hein. Ah, la boule à zéro, hein. Ah oui, c'est sûr, hein. Vous en avez voulu à Mathilde à cette époque-là? Ben, c'est-à-dire que j'ai eu toujours
il y avait quelque chose qui n'allait pas, quoi. Hein? Ouais. Alors, moi, dans la résistance, parce que je suis de gauche, j'étais dans la résistance, hein? Bon. Et puis, à apprendre en arrivant que ma sœur avait couché avec des Allemands. Il y avait un enfant encore en plus, hein? Enfin, c'est comme ça. Il n'est pas le seul, mais c'est comme ça. Vous en voulez toujours à votre sœur aujourd'hui? Non, non, non. Mais ce qu'elle a fait, c'est pas bien. Marcel Rouxel n'a revu ni sa sœur, ni son neveu. Daniel a donc poursuivi son existence solitaire chez sa grand-mère. Il a 8 ans quand sa mère, de passage à Maigrite, lui parle pour la première fois de sa famille allemande. Ce jour-là, il apprend aussi le décès de son père. Suite à un bombardement, il a été amputé des 2 jambes et d'un bras. Et je crois qu'il a eu la typhoïde après, il est mort. Pendant la débâcle, donc? Oui, pendant la débâcle, oui. Sur le territoire allemand. Otto Amon est enterré à Bad Berdricht, en Allemagne, à 300 km de sa ville natale, Weissach-im-Tal. Et vous étiez heureux quand vous avez appris qu'il avait voulu vous reconnaître, finalement, en tout cas Oui, oui, ça m'a fait plaisir. Il avait fait le nécessaire par écrit en disant « J'ai un fils en France, je veux que tu t'en occupes comme pour moi. » Et la tante l'a fait, ainsi que son frère. Ils ont fait tout ce qu'ils ont pu pour que je sois des leurs. Même ils ont essayé que je sois adopté en Allemagne et je crois que ma mère s'est refusée. Vous vous rappelez? En Allemagne, la sœur d'Otto, Elisabeth Krauter, âgée aujourd'hui de 73 ans, se souvient très bien de l'embarras de sa famille à cette époque. La première année, vous vous rappelez? Oui. C'est avec beaucoup d'émotion que ma mère a appris l'existence de Daniel. Moi-même, à l'époque, j'avais l'âge de Mathilde, c'est-à-dire 21-22 ans. Mon père était déjà mort. Mes frères, eux, furent assez mécontents. Ils ne comprenaient pas qu'Otto ait pu rendre une jeune Française malheureuse. Ils lui ont écrit qu'il ne pouvait pas se marier. Les officiers allemands qui avaient des relations avec des Françaises étaient emprisonnés et dégradés. Finalement, Otto a été muté ailleurs par ses supérieurs. Ma famille voulait que Daniel grandisse en Allemagne, qu'il vienne vivre ici pour recevoir une bonne éducation. Ma famille est en effet plutôt cultivée. Mais Mathilde ne voulait pas vivre ici, elle prévoyait des problèmes de compréhension à cause de la langue. Alors nous avons convenu de garder le contact et de nous revoir souvent. Ma mère m'a amené, j'avais à peu près, je crois que c'est environ de 8 ans, quand je suis venu pour la première fois avec elle. Nous avons été très bien accueillis à Stuttgart, je me rappelle très très bien. Toute la famille du côté de mon père était venue m'accueillir avec ma mère au train. Et une chaleur montée, et c'était un accueil spontané. C'était très très bien. Ensuite, nous sommes restés, je pense, une dizaine de jours. Et 2 ans après, je suis revenu seul. Et là, c'était très très bien. J'étais accueilli comme un soleil dans une maison. Et un fait qui m'avait énormément marqué, ma tante disait, Daniel, chaque jour que tu passes en Allemagne, je veux que ce soit jour de fête pour toi. Ce jour-là, c'est la 7e fois que Daniel vient en Allemagne. Comme les 6 fois précédentes, toute la famille de son père s'est réunie. Pendant quelques heures, il est Daniel Amon, le fils de l'être cher disparu. Chaque manifestation familiale qu'il y a en Allemagne, des photos sont faites, on me les envoie, on m'écrit régulièrement, nous sommes en contact permanent. Le téléphone sonne souvent à la maison pour me donner des nouvelles et tout est très bien, quoi. En fin de compte, c'est ma seule famille, quoi. C'est ma vraie famille. Quand je viens ici, que je vois la différence de culture, de niveau social, j'ai certainement une amertume, un regret de ne pas avoir été élevé au même niveau social. Mais c'est comme ça. Mais il y a quand même une chose qui est certaine, c'est qu'ils ne me le font pas voir. Ils essayent de me prendre comme je suis et de me mettre au même niveau qu'eux, tout en sachant très bien que je n'ai pas la même culture, que je n'ai pas... le petit quelque chose qu'eux, ils ont en plus, quoi.
Les dés sont jetés maintenant. Voilà. Mais c'est vrai que il y a de l'amertume. Mathilde vit toujours quelque part en France. Elle s'est mariée, porte un autre nom et a rompu tous les ponts avec son passé, y compris avec son fils, avec qui elle n'a jamais vécu. Reportage samedi prochain vous fera découvrir l'un des hommes les plus riches du monde, Victor Carranza. Il a 59 ans. En Colombie, on le surnomme le roi des émeraudes. Victor Carranza a connu la mine très très jeune et il n'a pas son pareil aujourd'hui pour découvrir, flairer les plus beaux filons. Il est richissime, une bonne partie de la Colombie lui appartient et tous les miséreux qui travaillent pour lui dans ces mines rêvent de devenir un jour comme Don Victor, le roi des émeraudes. À samedi.